La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avou l'été. La voix du peuple, une émission du peuple par le peuple. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K en Suisse alémanique et La Voix du Peuple sur Radio Avou l'été, la voix de la résistance du peuple togolais. Nous sommes au Togo. La CENI a attribué provisoirement 108 députés sur les 113 devant siéger pour la nouvelle législature. Qu'est-ce qui explique le faible taux de participation de la population? Et pour le débat citoyen, Faure Gnassingbé a promulgué le 6 mai dernier la loi contestée de changement constitutionnel. Le summum de suffisance sur un peuple asservi. Nous allons en débattre avec nos invités en ligne depuis Lomé et dans la région parisienne, ici même en France. Merci de votre fidélité, de votre résistance sur le www.canalk.ch et sur Radio Avou l'été. Radio Avou l'été. La voix de la résistance africaine. Encore une fois, bienvenue dans votre émission La Voix du Peuple sur Radio Canal K, sur Radio Avou l'été. Dans sa rubrique Débat citoyen, Faure Gnassingbé a promulgué le 6 mai dernier la loi contestée de changement constitutionnel, le summum de suffisance sur un peuple asservi. Et pour en débattre dans ce débat citoyen, nous accueillons d'abord en ligne depuis Lomé au Togo, professeur David Ekwe-Dossé, bonsoir. Oui, Amos, bonsoir. Bonsoir à ma co-débattrice et bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur cette belle radio. Merci de votre disponibilité. Vous êtes premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout. On accueille ici même de la diaspora, dans la région parisienne, Dame Ablawadjen Adjité, bonsoir. Bonsoir Amos, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir au Dr David. Et merci pour cette occasion afin que nous puissions nous exprimer en tant que Togolais, en tant que citoyens du monde, en tant qu'êtres humains sur un sujet qui nous concerne et qui déterminera notre avenir. Tout à fait. Merci beaucoup, Dame Ablawadjen. Je rappelle que vous êtes panafricaine togolaise. Hein? Vous êtes définie tout simplement en tant que panafricaine, c'est bien. Merci d'être là et de nous accompagner dans ce débat citoyen. Alors, on va d'abord parler, avant d'aller dans le vif du sujet, avec ce débat citoyen sur la promulgation de cette loi contestée. D'ailleurs, je viens de le dire, on va parler de ces élections législatives qui suscitent toujours débat au Togo, comme de la diaspora. Alors, professeur Dossé, vous êtes au Togo. La CENI a attribué, on peut dire provisoirement, 108 députés sur les 113 devant siéger pour la nouvelle législature. Alors d'abord, quelle est votre appréciation sur ces élections ou sur ces résultats? Alors vous savez, dans une nation civilisée à l'ère moderne, la dévolution du pouvoir se fait à travers des élections. Et effectivement, il y a eu des acteurs politiques qui se sont retrouvés pour compétir, mais il faut relever 2 ou 3 évidences. La première évidence, c'est que le peuple togolais, dans sa majorité, n'a pas participé au scrutin. C'est la première évidence. La deuxième évidence, c'est que ce que l'on craignait, ce que l'on dénonçait déjà avant les élections, ce que l'on a toujours dénoncé au Togo à l'occasion des processus électoraux, c'est-à-dire la fraude. D'accord. Malheureusement, cette fraude a encore massivement été de mise au cours de ces élections législatives. Je ne vous coupe pas, on va aller pas à pas. Vous avez dit tout à l'heure, on a observé un faible taux de participation. Qu'est-ce qui l'explique selon vous? Je crois que aujourd'hui, personne n'a de doute sur la volonté du peuple togolais d'obtenir un changement de direction. Un changement radical de direction après près de 60 années de régime RPT UNIR. Le peuple l'a démontré encore une dernière fois en 2017 et en 2018. Et donc, dans sa volonté de changement, le peuple attend donc cette occasion qui va lui permettre de toucher du doigt ce changement tant espéré. Et je pense qu'on n'a pas pu convaincre le peuple que ce processus électoral dont nous sortons, je veux parler des élections législatives et régionales, on n'a pas pu convaincre le peuple que il y avait suffisamment d'organisation pour que cette élection
ces élections législatives permettent vraiment au peuple d'obtenir ce qu'il attend depuis toujours, c'est-à-dire des élections libres, transparentes, suffisamment claires, suffisamment crédibles pour garantir la vérité des urnes. Et donc, cela, de mon point de vue, a démobilisé la majorité qui s'est dit à quoi servirait-il encore d'aller à des élections en sachant pertinemment qu'il y a très très peu de chances de voir la victoire attribuée à l'opposition et le changement s'opérer de cette façon. Donc, de mon point de vue, c'est ça qui explique la démotivation du peuple. D'accord. Avant de vous laisser continuer, on va voir la réaction de Dame Ablawa Dieng, à JT en ligne depuis la région parisienne. Nous sommes de la diaspora, on n'a pas voté, mais on a constaté que, oui, le peuple a-t-il boycotté les élections? Le peuple est-il résigné? Et qu'est-ce qui explique selon vous ce faible taux de participation? Le pouvoir annonce plus de 60% de taux de participation. Votre réaction, Dame Ablawa Dieng? Merci, Amos. Le pouvoir annonce, au Togo, on sait le son de cloche de ce pouvoir depuis très longtemps. Les résultats qu'ils ont promulgués ou les résultats qu'ils ont validés et que tout le monde peut contester, même dans les chancelleries, dénotent, premièrement, de mon point de vue, que ceux qui sont aux affaires politiques au Togo jusqu'à maintenant n'ont absolument rien compris d'un processus électoral, de ce qu'on appelle la démocratie, le multipartisme et le cadre républicain. Depuis, on fait des élections au Togo, ce n'est pas la première fois et on a toujours vu cette confiscation du processus électoral, cette confiscation de la démocratie et une démocratie à la sauce EADEMA. Je prends le gourdin, je prends des militaires et je vous menace de m'élire même si vous ne m'aimez pas. Et donc, les élections-ci, pour une fois, avec les caméras dans les smartphones, nous ont permis d'avoir les preuves concrètes au-delà des indignations qu'on avait toujours proférées parce que on savait que ils vont manipuler, mais on n'avait pas vraiment les éléments à la face du monde, sauf si les médias internationaux ont voulu bien nous montrer, comme en 2005, quelques images des militaires en train de courir avec les urnes. Cette fois-ci, les preuves sont légion. De toute la mascarade électorale et démocratique que ceux qui sont aux affaires au Togo essayent de mettre en place depuis 2005. Donc, le fait que le peuple boycotte, c'est simplement de la lassitude. Ce peuple est lassé d'un régime qui n'écoute pas le peuple, qui en fait à sa tête et qui se sent dans un sentiment de toute puissance, un peu, on va dire, un comportement d'un enfant. Pour des gens qui sont d'un certain âge dans ce gouvernement, des hommes et des femmes. Donc, Dame Ablawa Dieng, je ne vous coupe pas, le peuple ne croit plus aux élections pour une alternance pacifique au Togo. Non, c'est pas ça. C'est pas que le peuple ne croit plus aux élections. C'est que le peuple ne croit plus à la capacité de ce gouvernement à être honnête pour organiser des élections. Ça, je tiens à le préciser. Tout à fait. Si le système change, le peuple retournera aux urnes. Moi, je le ressens et j'y crois fermement. Donc, ce n'est pas que le peuple ne croit plus aux élections, mais c'est les élections organisées avec les mêmes acteurs qui, depuis 93, font les mêmes choses pour qu'on ait toujours les mêmes résultats à un moment donné. Quand on est des adultes, quand on est un tout petit peu mature, on finit par se lasser et décider de ne plus continuer à jouer le même jeu merdique avec le même acteur immature qui continue à croire qu'il est tout puissant et il peut faire tout. D'accord. Alors, professeur David Doucet, vous avez suivi, Dame Ablawa Dieng l'a dit, ce n'est pas que le peuple ne croit plus aux élections, mais le peuple n'a plus confiance en ce gouvernement qui organise très souvent des fraudes. Alors, plusieurs dysfonctionnements, des faits de bourrage d'urnes,
des intimidations dans des bureaux de vote, du laxisme et de la non-réaction des autorités pour des cas de flagrance, d'infraction à la loi électorale ont été recensés et documentés sur toute l'étendue du territoire togolais. Alors, professeur Dossé, au-delà de tous ces forfaitures, quelles leçons, vous, en tant que société civile, tirez-vous de la participation de l'opposition à ces élections? Permettez-moi, Amos, de dire que je rejoins totalement Mme Adiété dans ce qu'elle dit. Effectivement, ce qui s'est passé, ça témoigne du rejet du système RPT UNIR qui régente ce pays et qui organise des élections dans des conditions inacceptables. De mon point de vue, c'est ce système que le peuple a rejeté définitivement. Le peuple attend autre chose. Le peuple espère autre chose. Et je pense que c'est ce qu'il faut comprendre. S'il est servi un autre plat beaucoup plus savoureux, le peuple togolais, en termes de démocratie, en termes d'état de droit, je demeure convaincu que le peuple répondra favorablement, massivement aux attentes d'une nation résolument engagée dans des processus démocratiques. Donc, je rejoins totalement ce qu'elle vient de dire. Alors, bien sûr, il ne faut pas simplement se limiter à dire que on a rejeté le système qui nous régente et qui organise des élections dans des conditions totalement inacceptables. Il faut aussi réfléchir alors à ce qu'on peut faire. Parce que si à travers les élections, on ne peut pas arriver à changer ce système, j'ouvre une petite parenthèse pour dire que même à travers les élections, il aurait peut-être fallu mettre en place vraiment une organisation très sérieuse, préparé depuis plusieurs mois, pour ne pas dire depuis quelques années, pour pouvoir arriver, même dans le cadre d'une élection frauduleuse, arriver à apporter les réponses adéquates et peut-être attirer son épingle du jeu. Bon, on n'a pas été en mesure de le faire, donc il faut en tirer les conclusions. La première des choses, c'est que est-ce qu'on décide d'attendre également une prochaine élection pour retourner avec la possibilité de motiver le peuple, la possibilité donc d'obtenir le changement à travers un processus électoral. Si on reste sur cette orientation, de mon point de vue, il faut commencer alors à s'organiser dès aujourd'hui. Donc je ne vous coupe pas. Donc, je pense que c'était la raison pour laquelle, justement, dimanche dernier, Togo Debout et d'autres associations de la société civile ont animé un meeting à Kassim et à Lomé, Togo. Nous avons animé un meeting, effectivement, pour parler des résultats des élections, mais pour parler également de la forfaiture nationale que tout le monde connaît, cette nouvelle constitution. Donc, je pense qu'on aura l'occasion au cours de ce débat de revenir là-dessus. Mais en termes d'enseignement, je reviens vraiment à ce que je disais en termes d'enseignement. Je pense que on doit se dire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste sur l'orientation électorale? Dans ce cas, il faut vraiment faire les choses de façon totalement différente. Mais à ce jour, je ne suis pas convaincu que les Togolais soient obligés d'attendre qu'il y ait un autre processus électoral pour espérer le changement. Parce qu'il y a eu entre-temps des événements graves qui se sont produits, la nouvelle constitution, le coup d'État constitutionnel, et par rapport à cela, il y a certainement une autre organisation à mettre en place aujourd'hui pour que en 2025, on puisse résolument s'engager dans une alternance démocratique au Togo. Je rappelle que 2025, c'est la fin du 4e mandat du président Faure. Donc, d'ici à février, nous avons à peu près 8 mois. Nous avons à peu près 8 mois pour nous accorder et résolument nous orienter vers la fin de son mandat et le passage véritablement à une alternance au Togo. Nous aurons l'occasion peut-être de revenir là-dessus dans ce débat. Mais en termes d'enseignement, voilà ce que moi je dis. Si on décide de rester dans l'orientation électorale, il faudra faire les choses de façon totalement différente, parce qu'on ne peut pas rester dans les mêmes conditions et espérer voir le peuple finalement revenir pour des élections. Et si on fait autre chose, si on décide d'autres orientations, il faut y réfléchir, proposer quelque chose de nouveau au peuple, mais en sachant qu'actuellement, il y a cette nouvelle donne qui est ce coup d'État constitutionnel perpétré par des députés à l'Assemblée nationale, avalisé par le chef de l'État qui, de notre point de vue, là je parle au nom de la société civile, en ayant accepté d'avaliser ce coup de force contre la nation, le chef de l'État, d'une certaine manière, se disqualifie.
alors il faut en tirer les conséquences. Et pour nous, il faut que, au terme de son 4e mandat, qui doit être le dernier mandat, il puisse passer la main et que nous puissions, de façon, pacifique et démocratique, remettre le pouvoir à quelqu'un qui puisse conduire les affaires du pays. D'accord. Un prochain mandat. Tout à fait. Il faut réorganiser le peuple togolais. Hein, c'est ce qui s'est dit au grand meeting de Togo Debout et d'autres associations de la société civile dimanche dernier à Lomé au Togo. Alors, Dame Ablawadien, nous sommes de la diaspora. Vous l'avez dit, plusieurs personnalités de la diaspora combattantes l'ont dit. Oui, les élections législatives, on a vu ce que ça a donné. On savait déjà qu'on va nous voler encore. C'est ce qui se dit souvent. Alors, comment réorganiser la diaspora? Comment réorganiser ce combat? La question, elle est un petit peu vague, mais que fait concrètement? Est-ce que vous êtes d'accord avec le professeur David Ossé? En partie, oui. Et d'une autre manière, non. Parce que si nous nous engageons dans le processus démocratique, qui manifestement n'est pas compris par ce pouvoir, c'est là où ça se joue. Le jeu démocratique est une entente cordiale entre les différents acteurs pour amener le peuple à s'exprimer et à choisir ses représentants au niveau de toutes les instances du gouvernement d'un pays. Or, ce que nous constatons, c'est que ce soit aux élections locales, communales, les mairies, maintenant on voit les élections régionales couplées avec les législatives, et la même volonté de ce gouvernement de nous ramener au statu quo, c'est-à-dire le parti unique. Et donc, il n'y a pas de démocratie, c'est un multipartisme. Et si le gouvernement veut simplement retourner du temps nostalgique, comme il a exprimé le chef de l'État il y a quelques jours, lors de sa visite dans le Wawa ou dans le Akebou, la nostalgie du temps du RPT. C'est pour dire que ce ne sont véritablement pas des élections démocratiques qu'on veut avoir au Togo, mais on veut retourner au temps du parti unique État. Quand on a vu la manière dont les élections se sont organisées avec les moyens de l'État mis à disposition d'un seul parti politique, ce n'est pas une démocratie. Quand on a vu la manière dont Faure Gnassingbé se comporte, comme s'il était dans une succession monarchique, ce n'est pas une démocratie. Ce n'est pas une république. Et donc, c'est tout ça qu'il faut remettre en question. Maintenant, si les Togolais ne choisissent pas la voie violente, ce que je souhaite, pour faire un changement de régime et ramener les acteurs aux affaires actuellement à la raison qui est clairement affichée depuis avant la proclamation des indépendances, les Togolais ont choisi la République et ont choisi la démocratie, et le multipartisme avait prévalu pour qu'on aille aux indépendances. Et donc, l'épisode Yadema, qui est un accident, un naufrage pour l'apprentissage de la République au Togo, cet épisode doit cesser. Et pour que ça cesse, il faut qu'on aille vers ceux qui nous ont imposé la démocratie en 90, c'est-à-dire les Américains et les Français, qui nous ont dit il faut aller maintenant vers une démocratie, et que eux, comme dans les élections de l'autonomie en 56 et en 58 dans les référendums, soient là pour organiser les élections en enlevant tous les moyens à ceux qui sont aux affaires pour qu'ils retournent au statut de parti politique et non que parti État. Parce que les avantages aujourd'hui, ce sur quoi ils se fondent, c'est se confondre l'État et leur parti. Et à partir du moment où l'État et leur parti deviennent une seule entité, ils ont tous les moyens, y compris l'armée, pour intimider les gens, alors que l'armée n'a pas à intervenir dans les élections. Ce n'est pas le rôle de l'armée, c'est la police qui surveille la sécurité lors des élections, mais l'armée n'a pas à intervenir et n'a pas à intimider les gens. Donc, à partir de ce moment-là, il faut que les institutions internationales reviennent au Togo, organisent les élections, les supervisent, chacun à sa place. Le UNIR est un parti politique. Il doit rester à sa place. Il n'a pas à organiser les élections. Il n'a pas à gérer les fonds à donner aux autres pendant les élections. L'État
doit être complètement indépendant. D'accord. L'organisation des élections confiée à un organisme totalement indépendant et totalement impartial. À partir de ce moment-là, les observateurs sont honnêtes, crédibles, et on peut sortir à partir des urnes vers une transition où on renverse ce système de gens qui sont malhonnêtes, injustes, illégitimes et qui continuent à vouloir conduire leur train dératé vers un gouffre qui va les engloutir eux. Tout à fait. Donc, d'accord. Voilà. On a compris, c'est pas si mal votre proposition. Beaucoup de Togolais veulent adopter cette position quand même, mais il faut voir aussi la faisabilité de ce que vous proposez, Dame Blawadjen. Alors, on va continuer maintenant ce débat, et professeur David Ekwe-Dossé peut toujours réagir. Hein. Nous sommes dans un débat citoyen. Faure Gnassingbé a promulgué le 6 mai dernier la loi contestée de changement constitutionnel, le summum de suffisance sur un peuple asservi. Quelle est votre réaction d'abord sur ce thème, sur ce sujet? Oui, alors, ça permet que je complète un peu ce que Mme Adité a dit, en rappelant tout simplement que personnellement, je n'ai pas dit que l'option électorale doit être de mise, et je n'ai pas dit non plus que si on maintient toujours l'option électorale, cela doit se faire avec une élection organisée forcément par le pouvoir togolais et dans les mêmes conditions, surtout pas. J'ai dit que si on maintient l'option électorale, moi je ne suis personne, je ne peux rien imposer, je suis simplement en train donc de faire une analyse et des hypothèses. Si après les enseignements tirés des dernières élections, on maintient tout de même l'option électorale pour obtenir le changement, il va falloir certainement proposer autre chose au peuple, et je pense que ce que vous avez dit reste très intéressant, des élections organisées par une entité autre que le pouvoir togolais. Donc c'est quelque chose qui peut se discuter, il peut y avoir d'autres propositions également, mais une chose est certaine, ne surtout pas rester dans ce schéma qu'on connaît, où les élections sont organisées par un système habitué à la fraude, ça fait partie de son ADN, parce qu'on sait très bien que si c'est ce système qui continue d'organiser les élections, on risque d'obtenir les mêmes résultats, sauf si on est en mesure en face de mettre en place, après plusieurs mois, plusieurs années d'organisation, de mettre en place une vraie stratégie de riposte pour limiter la fraude. Donc c'est tout ce que moi je dis. Et voilà. sur le thème du débat citoyen, d'abord votre réaction. Le summum de suffisance. Donc, on a parlé de summum de suffisance sur un peuple asservi. Alors, je pense que depuis quelques semaines, c'est cette actualité politique qui secoue le Togo. Et je dois dire que ça secoue même au-delà du Togo. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas quelqu'un qui appelle d'un pays africain, voire d'un pays non africain, un pays totalement hors du continent, pour poser des questions sur ce qui est en train d'intervenir au Togo. Les gens n'arrivent pas à comprendre. Il faut dire ce qui est, les gens n'arrivent pas à comprendre comment est-ce que, au XXIe siècle, dans un monde moderne, on peut assister à une situation où des personnes décident de changer une constitution, je n'ai pas dit de réviser, de changer complètement une constitution sans que le nouveau texte ne soit connu et sans que le peuple ne soit consulté. Je pense que c'est tellement grossier, c'est tellement gros à avaler que pour beaucoup, c'est difficile à comprendre, et donc les gens appellent et posent des questions pour être sûrs que c'est vraiment ce qui est en train de se dérouler dans notre pays. Malheureusement, c'est le cas. C'est la réalité. Ce que nous avons vécu, je pense que les Togolais en sont suffisamment informés. Et nous, ce que nous disons en tant qu'organisation de la société civile, c'est que nous sommes en train d'assister à un coup d'État. C'est un putsch constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel, c'est un renversement du régime constitutionnel, parce que, je vais peut-être moi prendre juste ce volet, la Constitution de 92 a prévu les mécanismes pour la révision. Si vous prenez la Constitution, si vous prenez le titre 13, nous avons 17 chapitres, titre 1, titre 2, jusqu'au titre 17. Si vous prenez le titre 13 qui comporte l'article 144 de la Constitution, le titre 13, il est intitulé « De la révision ».
Donc, il porte sur les mécanismes permettant de réviser la Constitution, notamment au Parlement, où lorsqu'on a 4/5 des députés qui s'accordent sur une révision d'un article, alors l'article peut être révisé. Mais bien sûr, le Constituant a mis en place un certain nombre de verrous parce qu'il s'est dit, il y a des articles, des dispositions qui sont éminemment importantes, qui relèvent de la souveraineté du peuple, et il ne faut pas laisser la latitude au Parlement seul de décider de leur révision. C'est par exemple le mode de désignation du chef de l'État, l'article 59, où le Constituant a mis un verrou en disant, même si vous, au Parlement, vous êtes tous d'accord, on ne parle même pas de 4/5, si tout le Parlement à 100%, les 5/5, vous êtes d'accord pour changer, vous êtes obligé de venir devant le peuple, demander l'avis du peuple. Si vous prenez, pardon, excusez-moi, toujours l'article 144 qui parle de la révision, le dernier alinéa précise bien que, pour ce qui concerne la forme républicaine de l'État togolais, pour ce qui concerne le caractère laïque, même ça, les députés ne peuvent pas en leur sein au Parlement modifier. Donc, voilà, changer cela. Cela veut dire que on comprend bien qu'à chaque fois qu'il faille changer une disposition, peut-être qu'on n'aura pas l'occasion de venir devant le peuple, donc on laisse la latitude au Parlement de le faire, à condition qu'il soit au moins 4/5 à s'accorder là-dessus, mais il y a des dispositions trop importantes qui dépassent le Parlement. Alors, vous imaginez donc que, en ayant mis en place une procédure pour la révision, que certains s'arrogent la compétence d'adapter cette procédure de révision à un changement. C'est grave. C'est la main et vous voulez prendre le bras. Je ne sais même pas comment le dire. C'est trop gros. On ne peut pas avaler cela. C'est gravissime. La Constitution a prévu, c'est gravissime. La Constitution a prévu la procédure pour les révisions, comme ça se passe dans tous les pays civilisés, dans tous les pays démocratiques. Professeur Dossier, j'ose vous poser la question, est-ce que le peuple togolais en est conscient? Vous qui êtes très proche du peuple togolais, vous les voyez très souvent à l'hôpital, vous êtes praticien hospitalier quand même. Tout à fait. Amos, je vous assure que, en tout cas, si c'était simplement le degré d'indignation, il est au sommet, je vous assure. La fois dernière, je parlais à un ami, je lui disais, mais toute la matinée d'aujourd'hui, je suis venu dans ce bureau à l'hôpital, je n'ai pas pu travailler. C'était des allées et venues. C'est comme si les gens avaient besoin d'un exutoire. Je suis dans mon bureau, je suis face à l'ordinateur, je veux commencer un dossier, quelqu'un, il s'assied, c'est pour parler de ce qui se passe et dire qu'il n'est pas d'accord. Je me tais, je l'écoute 10 minutes, 15 minutes, il est soulagé, il part. Je veux continuer à travailler, quelqu'un d'autre. Je n'ai fait que ça durant toute la matinée. À la fin, je disais à la secrétaire, bon Dieu, les Togolais sont vraiment indignés. Les Togolais n'en peuvent plus. Les Togolais n'acceptent pas ce qui s'est passé. Aujourd'hui, j'étais comme une espèce de psychologue assis dans mon bureau à écouter les gens pour leur permettre de s'exprimer. Je vous assure, Amos, les gens ne supportent pas ce sentiment de... Qu'est-ce qui les empêche de se soulever? C'est la question. Qu'est-ce qui les empêche de se soulever? Oui, c'est vrai qu'on peut se dire degré d'indignation égale degré de mobilisation. Mais je pense que l'équation, malheureusement, ne se fait pas de façon automatique. Il y a certainement des ingrédients qui manquent pour que, si on pouvait avoir cette chance que le degré d'indignation puisse en même temps se traduire par une mobilisation dans les rues, je pense que vous verriez la quasi-totalité du peuple togolais dans la rue. Les gens sont hyper indignés. Mais pour le moment, l'équation ne se fait pas de façon automatique. Donc, il faut réfléchir à ce qui manque et à ce qui peut nous amener à transformer cette indignation en une grande mobilisation. D'accord. On va voir ce que pense également Dama Ablawadjen. On est content d'avoir une femme dans cette émission puisque les femmes togolaises parlent peu quand on parle de politique. Alors, le thème, Fonya Singbe a promulgué le 6 mai dernier la loi contestée de changement constitutionnel, le summum de suffisance sur un peuple asservi. Vous avez écouté tout à l'heure le professeur David Ekwedoset depuis Lomé. Alors, que vous inspire ce texte posé par Fonya Singbe, Dama Ablawadjen?
Merci Amos. Je ne vais pas revenir sur ce que le professeur David vient de dire parce que la situation est très décantée, il l'a très bien exposé, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Par contre, je vais rebondir sur quelque chose qu'il nous a apporté qui échappe un peu à son attention. Les gens sont venus dans son bureau pour s'indigner à lui. Ça veut dire qu'au Togo, il y a une catégorie de personnes qui ont une caractéristique, c'est-à-dire ils ont besoin d'un leader. Ils ont besoin de quelqu'un qui les écoute, qui les organise et en qui ils ont confiance pour y aller. Et donc, ce qui manque, à mon avis, à mon appréciation, c'est ce leader. Celui qui va canaliser toutes les indignations, les transformer en rage pour que le dispositif, le gap qui manque actuellement entre l'indignation et la mobilisation puisse s'enclencher. Cette démarche que quand on est indigné, on va voir un acteur en qui on a confiance, qu'on considère comme étant notre oreille, notre bouche pour pouvoir porter notre indignation plus loin que ce que nous pouvons porter. Et donc, je considère que c'est ça qui manque. Maintenant, il faut qu'on aille vers travailler avec le peuple, avec les acteurs nouveaux qui servent de miroir au peuple et qui les catalysent, les propulsent, hein, et qui leur donnent assez d'engouement pour qu'ils puissent se mobiliser et dire... Donc, Dame Ablawadje, si je comprends bien, le peuple est fatigué, révolté, dans un silence, mais le peuple attend un leader pour le pousser. Alors, bien sûr, ce qu'il vient de dire le prouve clairement. Moi, j'ai vécu ça aussi avec la grande école, quand j'ai donné mes enseignements sur le fonctionnement de la République, la citoyenneté, comment l'appelle-t-on, le droit à s'exprimer, le droit à saisir les instances. Un jour, j'ai eu un Togolais qui vit au Togo d'ailleurs, qui m'a interpellé là-dessus, qui a dit, si on avait compris les choses comme cela, ce que vous expliquez maintenant, ça fait longtemps qu'on se serait mobilisé, et puis si on nous arrête, on dira que c'est vous qui nous avez envoyés. Et j'ai dit, mais non, vous n'y allez pas parce que je vous envoie, vous allez y aller parce que vous envoyez vous-même. Et disent non, on ne peut pas y aller nous parce que nous, personne ne nous connaît, personne ne va nous écouter. J'ai dit, si, vous êtes le peuple, vous avez un nombre suffisant pour que si vous allez en masse, sortez 100 000 Togolais indignés, et ça marche. Ils disent non, il faut que quelqu'un soit devant nous pour parler à ces gens. D'accord. Et là, je vous parle de 2021, et on est en 2024. Donc, c'est pour dire qu'il y a ça qui manque. C'est dans notre caractéristique socio-culturelle. Vous pensez vraiment qu'il y a une conscience individuelle qui doit nécessairement aboutir à une conscience collective? C'est ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a une conscience individuelle au Togo? Puisque on s'indigne, mais on ne se soulève pas. Il nous faut des leaders nouveaux, il nous faut des leaders nouveaux qui donnent de l'énergie, qui revitalisent le peuple, et le peuple est prêt à sortir. On va continuer le débat, mais sur ce point de leader, on va voir si le professeur David Ekwedossé, qui est au Togo, vous l'avez dit tout à l'heure, donc Dame Ablawadje vous a pris au mot, les gens sont venus vers vous au bureau en tant que médecin, ils se plaignent, voilà, ils ont confiance sûrement peut-être à vous, vous allez quand même aussi les écouter. Et quoi faire? Est-ce qu'au Togo, il y a une conscience collective qui doit nécessairement aboutir à une conscience collective par rapport à ce qui se passe au Togo? Vous avez dit, c'est gravissime, professeur Dossé. C'est une question de leadership, de leader. On attend un leader pour se soulever. Moi, je dirais plutôt que le peuple n'a pas encore suffisamment pris conscience de sa souveraineté, de sa force. Lorsqu'on parle de la souveraineté du peuple, c'est quelque chose d'extraordinaire. Madame Adjeté l'a dit, 100 000 personnes, surtout ne sortez pas pour moi, ne sortez pas à cause de moi, mais sortez pour vous-même. Et 100 000 personnes dans la rue, ça peut permettre de renverser une montagne. Et je crois que c'est ce qui est le plus important. Un leader
2 leaders, 3 leaders, des gens en qui on a confiance, des gens derrière lesquels on peut s'aligner. Oui, ça, c'est également important. Je ne dis pas que c'est pas important. Je pense que c'est toujours important qu'il y ait une figure qui puisse promouvoir une vision, qui puisse promouvoir un ordre de société auquel on croit. Et ça peut permettre de décupler les énergies, ça peut permettre de motiver davantage. Mais le plus important, c'est que le peuple soit convaincu de sa force. Parce que ce qu'ils ont pu réussir, quand je dis ils, je parle de nos adversaires, des gens qui veulent continuer de confisquer le pouvoir pour que les choses ne changent pas, ce qu'ils ont pu réussir, c'est de faire croire au peuple qu'ils sont plus forts que le peuple, ce qui est totalement faux. Ils font croire au peuple qu'une fois que la nouvelle loi, la nouvelle constitution est promulguée, il n'y a plus rien à faire. Et c'est pour ça que je me plais à répéter ce qui s'est passé en 2005. En 2005, souvenez-vous, du journal officiel, moi j'ai ces 2 documents dans mon ordinateur et ça me motive, c'est quelque chose qui m'inspire. Le 6 février 2005, vous avez le journal officiel qui présente les modifications de la Constitution permettant d'entériner la prise illégitime du pouvoir par Faure Gnassingbé à l'occasion du décès de son papa. Et le 24 février, le même pouvoir, le même système qui nous régente aujourd'hui a été obligé de faire un rétropédalage, de faire marche arrière, parce que le peuple a fait la pression qu'il fallait. Le peuple a démontré que la force, elle est populaire. La souveraineté, elle est populaire. Et ce même système a été bien obligé de faire marche arrière, de reculer et de ramener les dispositions de la Constitution telles qu'elles étaient avant le coup d'État du 5 février 2005. Et donc, je pense qu'il est important de faire passer ce message au peuple. Mais vous êtes la force, vous êtes la souveraineté. C'est pour ça qu'au meeting de la fois dernière de la société civile, nous avons dit, ils peuvent promulguer. Pour nous, il n'y a que les ça ne change rien à la donne. Ils ont fait un coup d'État, qu'ils promulguent ou qu'ils ne promulguent pas, ça ne change rien. On s'en tape. D'accord. A les moyens. D'accord. Le peuple a les moyens de ramener les choses dans le bon ordre, et c'est ce qu'il faut rappeler au peuple. La force, elle est au peuple. D'accord, et comme le dirait l'autre, la lutte populaire est invincible. Avant de redonner la parole à Dama Ablawadjen, on revient sur le thème. Faure Gnassingbé a promulgué cette loi pour vous. On doit continuer le combat. Là, il y a tout un flou juridique autour de la modification de la Constitution, ou bien de changement de Constitution. Mais cela n'a pas empêché Faure Gnassingbé de promulguer cette loi. Où le Togo passe d'un régime semi-présidentiel à un régime parlementaire. Alors, quoi faire concrètement quand on parle de flou juridique? C'est comme si, pour le peuple lambda, le pouvoir nous dit, la loi, ce n'est pas vous, c'est nous qui sommes la loi. Écoutez, je suis un peu offusquée par la manière dont vous présentez les choses là, parce que là, ce n'est plus une question de loi. Ce n'est plus une question de loi. Ben c'est ce que veut nous croire, c'est ce que veut nous faire croire, le pouvoir. Mais non, on a un gouvernement de voyous qui ne respecte aucune loi depuis qu'il s'est installé au pouvoir, et on ne peut pas invoquer une loi devant le peuple. Ils sont combien? Ils ont 20 000 soldats, plus la famille de ceux qui sont au Parlement et ceux qui sont au gouvernement. Allez, je suis gentil, ils sont 25 000. 100 000 Togolais, c'est-à-dire 4 Togolais pour chacun de ces voyous qui sont assis là-bas. Je t'assure que dans les 24 heures, ça change. C'est que pour l'instant, le peuple togolais n'a pas conscience que c'est à lui la souveraineté. Il est le seul souverain et le seul responsable de tout ce que ce gouvernement est en train de faire. Celui qui va payer ce qu'ils sont en train de faire, c'est le peuple. Celui qui paye aujourd'hui ces gens qui méprisent ce peuple-là, c'est le même peuple. Et donc, la question qui reste, c'est que le peuple togolais prend conscience qu'il est
souverain et responsable et qu'il prenne ses responsabilités. Nous sommes à l'ère des responsabilités. Il n'est plus question d'attendre un leader, il n'est plus question d'attendre un grand frère, il n'est plus question d'attendre un aîné, il n'est plus question d'attendre un père. Il est question de s'affirmer. Nous avons fait 20 ans de chemin avec celui-ci dans notre patois au Beno Diwa, quand tes parents t'ont accouché, toi-même, tu finis par t'accoucher plus tard. Là, ça fait 20 ans que le RPT uni nous a accouchés. Maintenant, il faut qu'on s'accouche nous-mêmes et pour s'accoucher, il faut s'affirmer. L'affirmation de soi par tous les moyens pour ramener les têtes brûlées qui considèrent le Togo comme étant leur champ de coton. Ça, y a même pas, on ne peut pas parler de loi. On ne peut pas invoquer une loi en face de ces gens-là parce que eux ne respectent pas la loi. C'est le général de Gaulle qui a dit aux Français ici, à un gouvernement de voyous, un peuple de brigands. Alors, qu'est-ce que ça va? Est-ce que les Togolais sont sur la Lune et que eux ne sont pas sur la Terre, sont des êtres humains comme n'importe quel peuple au monde? On l'a vu au Sri Lanka, à un gouvernement de voyous, les jeunes et le peuple a pris ses responsabilités et le Premier ministre a pris la peau d'escampette. Donc, c'est une question de rapport de force et le rapport de force est favorable au peuple. Pour l'instant, le peuple n'exerce pas sa liberté. Il revient au peuple d'imposer sa liberté à ceux qui considèrent qu'ils ont le droit. C'est tout. D'accord. Alors, on va voir la réaction du professeur David Dossé. Je le disais tantôt, il y a un flot juridique. Dama Blawala-Djin n'est pas totalement d'accord parce que, voilà, on peut pas parler de loi avec ce régime dictatorial. Alors, la promulgation de cette loi a été faite après les élections législatives, professeur Dossé, c'est la date de la promulgation qui est celle d'entrée en vigueur de la loi. Alors, les élections ont été organisées avec les dispositions de la Constitution de 1992 et donc les nombreux députés sont élus avec les dispositions de la dite loi fondamentale. Alors finalement, on parle de flou juridique, même voilà, on pense que nous, Togolais lambda, on ne comprend pas la loi, on ne connaît pas la loi. Alors, est-ce que cette nouvelle législature serait-elle, selon vous, ou peut-elle être menée sur la base du nouveau régime, professeur Dossé? Je sais que vous n'êtes pas constitutionnaliste, mais nous ne sommes pas aussi des analphabètes quand on parle de droit. Oui, alors Amos, je ne suis pas constitutionnaliste, mais ce que je sais, c'est que j'ai pu en discuter avec des amis, justement spécialistes de la question, qui m'ont dit que la loi dispose pour l'avenir. Je répète, la loi dispose pour l'avenir. Et étant donné que le scrutin législatif s'est tenu avant que la nouvelle loi ne soit promulguée, on peut donc estimer que le scrutin législatif s'est tenu sous la base de l'ancienne loi. L'ancienne loi, donc la 4e République, c'est ça, et que donc la 5e République ne peut pas de façon rétroactive, influer sur les activités du Parlement. Donc, a priori, c'est l'ancienne constitution, a priori, mais vous savez bien, puisque mon ami constitutionnaliste avec lequel j'ai discuté, il m'a dit c'est ça la norme, vous savez, la loi dispose pour l'avenir, mais vous savez bien que dans votre pays, le Togo, on ne respecte jamais la loi, on ne respecte jamais les normes, donc vous pouvez vous attendre à tout, mais normalement, la loi disposant pour l'avenir, il faudrait se dire que le nouveau Parlement, lui, ne peut pas être concerné par la nouvelle loi, puisque la nouvelle loi, elle a été prise a posteriori. Alors, Dama Blawala-Djin, vous avez suivi, professeur David Dossé l'a dit, nous sommes au Togo, quand on parle de loi, oui, c'est peut-être, le pouvoir pense que c'est lui qui est la loi et non le peuple togolais. Pour vous, vous êtes indigné tout à l'heure, on ne peut pas parler de loi avec ce régime qui ne respecte jamais la loi. Alors, finalement, que devons-nous faire? On va se répéter, que devons-nous faire face à cette situation? Merci Amos. Que devons-nous faire? Ce n'est pas une question à se poser. Comment allons-nous faire? Par quels moyens nous allons arrêter ces gens-là de continuer à utiliser la loi pour rendre légale leur immoralité? Ce qu'ils sont en train de faire, c'est immoral. C'est antidémocratique, c'est anti-républicain, ça n'a ni tête ni queue et ça n'a son égal nulle part. On ne peut pas rester, nous, on ne peut pas être attachés
Une loi, c'est un contrat qui lie deux personnes, le gouvernement et nous. Et on est dans un contrat léoné où le gouvernement fait des lois, ne les respecte pas, et puis attend que nous, on respecte les lois que lui-même ne respecte pas. On marche sur la tête ou on est des êtres humains, on marche sur les pieds? Si on est des êtres humains, on marche sur les pieds. On a dit, nous deux, on tient la moitié du bâton. Et toi, tu laisses tomber le bâton et tu veux que moi, je continue à laisser le bâton. Non, mais à tenir le bâton, ça tient pas nous. Le peuple ne peut être assujetti à aucune loi promulguée par ces gens-là, puisqu'ils ont fait la preuve qu'ils ne respectent rien. Leur propre loi électorale, ils n'ont pas respecté. Le recensement, ils n'en ont rien fait. Et le découpage électoral, ils n'en ont rien fait. Les fraudes, en veux-tu, en voilà, ils n'en ont rien fait. Et puis, il vient promulguer une loi pour laisser penser aux gens que, voilà, ça va s'appliquer avec le nouveau Parlement. Le nouveau Parlement est illégal. Point. Illégitime. 2. Eh bien, il faut les renvoyer à la maison. Le peuple s'organise pour que ce Parlement soit dissous. Cette Assemblée ne prenne pas fonction. Même s'ils veulent s'exercer sous l'ancienne loi, qu'est-ce qu'ils ont respecté dans l'ancienne loi? Si on devait s'en tenir à l'ancienne loi, Ford Nassingbe ne serait pas un 4e mandat. Il est illégitime, il est illégal. Et si on veut encore s'en tenir à l'ancienne loi, mais tout ce qu'ils ont fait jusqu'à aujourd'hui est illégal. Tout à fait. Alors donc pour vous, il faut... on ne peut pas invoquer une loi. C'est prendre les Togolais pour des abrutis et considérer qu'au bout de 60 ans, il n'y a pas assez de lettrés dans le pays, d'alphabétisés, qui savent lire, qui ont un cerveau à l'endroit et qui tournent. Et donc, ils ont affaire à des débiles mentaux dans un pays qui ne comprennent pas français, qui n'ont pas besoin de voir une constitution, et de lire même 2 lignes, et puis qui vont applaudir. Comme on est dans un pays de trisomiques. Mais même les trisomiques, ça va te gicler. Même tu prends des trisomiques, tu fais des choses qui sont inhumaines à l'égard d'un trisomique, il va te gicler. En tout cas, pour nos fidèles auditrices auditeurs, on nous envoie un message très souvent, on nous dit, on a tout compris, c'est la raison du plus fort. C'est ça qui se passe au Togo. Mais c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est pour ça que le peuple qui est fort doit exercer maintenant et montrer qu'en réalité, 25 000 personnes ne décident pas de la vie de 8 millions d'individus. C'est tout. Mais dans Blawadjet, quand le peuple sort, on les tue, on tire à balles réelles sur les populations, les gens ont peur de ces répressions policières. Il ne faut même pas évoquer ça. Le peuple, jusqu'à maintenant, a joué la morale en sortant sans violence. Et les autres, jusqu'à maintenant, ont appliqué leur immoralité en amenant la violence. Alors, si c'est ce qu'ils veulent, mais au bout du compte, celui qui restera debout, c'est le Togo et le peuple togolais. Ce n'est pas eux s'ils veulent y aller à la violence. Ou ils reviennent à la raison. Le pouvoir l'a démontré plusieurs fois. Voilà. C'est la raison du plus fort. On réprime le peuple, on les tue, c'est clair. Et donc, on ne va pas tenir une langue de bois dans cette émission. Il n'y a pas de raison du plus fort, moi je vais te dire. On tire 2 balles en l'air, les gens se couchent, ils se marchent dessus, il y a des morts, et puis après ils vont dans les maisons tabasser les gens. Mais je ne prône pas la violence, pas mais du tout. Violence appelle la violence. Calmez-vous. Je le dis, on comprend. La violence appelle la violence. On vous comprend, on comprend. Tout à fait. Le gouvernement doit cesser la plus grave des violences qui est illégitime, c'est la violence d'État. Et l'État doit cesser d'impressionner, d'intimider les gens parce qu'il a l'usage exclusif de la force. Il n'a pas l'usage exclusif de la force. Le peuple peut utiliser la force. Et lorsque vous refusez la révolution pacifique, vous refusez la raison, vous poussez les gens au crime. Et au sortir du crime, celui qui a déclenché le feu, il finit au bûcher. Dama Blawadjet, les vidéos sont là, hein. Je vous laisse parler parce que je sais que vous êtes très fâchés, et comme beaucoup de très fâchés, remontés en colère, comme beaucoup de d'ailleurs, les vidéos sont là, hein. Je pense que le ministre de ce pouvoir, Christian Trimon, l'a dit, hein. Si vous voulez le pouvoir, prenez les armes. C'est pas moi qui le dis, les vidéos sont là. C'est un message quand même. C'est pas à Trimon d'indiquer aux Togolais, hein,
la voie par laquelle les Togolais vont pouvoir s'imposer à ce régime. Il n'y a pas que les armes à feu pour s'imposer à un gouvernement. Un peuple bien organisé, une jeunesse consciente, bien organisée, mobilisée, défie tout. Alors, tout à fait. Vous avez tout dit. Vous avez tout dit. On n'a pas besoin que tout le monde nous dise. Et puis quoi? Ils ont une armée là. On l'a vu avec des bandits armés au Pendjal, 200 soldats tués, ils n'en ont pas attrapé un seul. Ça, c'est les gens qui ont de la force, qui intimident les gens et qui font peur aux gens. Faut pas déconner, hein? Tout à fait. La lutte populaire est invincible, vous l'avez dit. On va donner la parole maintenant au professeur David. Calmez-vous, je vous comprends. Oui, tout ce qui se passe au Togo, c'est gravissime, on l'a dit. Sommes-nous conscients? Si nous en sommes conscients, nous devons nous organiser. Alors, le professeur David Dosset, quand on parle d'organisation, il y a déjà la société civile et certains partis politiques continuent d'être vent debout contre le changement constitutionnel, qu'ils qualifient d'ailleurs de coup d'État constitutionnel. Vous l'avez répété tout à l'heure, vous l'avez dit, vous assumez, c'est un coup d'État constitutionnel, un coup de force, ce qui se passe au Togo. Alors, quelle action concrète, quelle organisation, on va se répéter. Alors, que devons-nous faire? Alors, je comprends vraiment l'indignation et le sentiment de révolte de Madame Adjeté. Je partage son indignation et son sentiment de révolte. Je vais juste demander qu'au-delà de la passion, qu'on reste collé aux faits, et les faits aujourd'hui parlent d'eux-mêmes. La première chose, c'est que nous sommes en train de vivre un coup d'État constitutionnel, un vrai renversement du régime constitutionnel. Première chose. Et nous avons dit, au niveau de la société civile, que nous demandons au chef de l'État, qui est le garant des institutions, et qui a juré solennellement devant le peuple, devant Dieu et devant le peuple, de respecter et de défendre la constitution que le peuple togolais s'est librement donnée. C'est ce qu'il a juré de faire. Nous lui avons donc demandé de ne pas suivre les initiateurs de ce coup d'État constitutionnel. Nous estimons aujourd'hui qu'en ayant promulgué cette nouvelle constitution, en ayant accepté d'accompagner le renversement du régime constitutionnel de la 4e République, il devient de ce coup totalement disqualifié par rapport au rôle de garant des institutions de la nation togolaise. Et donc, il a trahi le peuple. Il a trahi le peuple. Tout à fait. Et donc, par rapport à ça, il faut en tirer les conséquences. On ne peut pas à la fois être celui qui doit respecter et défendre la Constitution et être celui qui accompagne le renversement de la Constitution. Les deux sont antinomiques. Donc, le peuple togolais doit en tirer les conséquences. Que faut-il faire? Nous avons dit au niveau de la société civile que nous allons essayer d'avancer de façon pacifique et sans passion. Et sans passion, cela signifie que, pour nous, il ne peut pas y avoir un autre mandat au-delà de ce 4e mandat. Ce 4e mandat prend fin dans 7-8 mois, février 2025. Il ne peut plus être possible d'accepter que un régime de putschistes, j'ai failli dire, mais souvent le putsch, on pense que c'est lié au coup d'État militaire. Mais je veux dire, un régime qui a perpétré un coup d'État constitutionnel ne peut pas légitimement conduire les affaires de l'État. Donc, d'ici à 2025, il faut que maintenant, là je réponds à la question, que nous puissions nous préparer, que nous puissions nous organiser pour que le peuple recouvre sa souveraineté et démontre sa ferme volonté d'apporter le changement démocratique à la tête du pays. Il faut qu'on ait cette alternance démocratique au plus tard en 2025, année de fin du 4e mandat du président Faure, et il faut maintenant voir dans quelle mesure nous pouvons nous tourner résolument vers une vraie alternance démocratique. Que faut-il faire? C'est bien sûr organiser, c'est bien sûr mutualiser les forces, aussi bien au niveau national qu'au niveau de la diaspora. Je le dis ainsi, mais sachez bien sûr que ça a commencé. Les discussions ont commencé, les réflexions ont commencé. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on met en place un réseau de pression? Je ne suis pas seul. Peut-être que
Comment surtout prendre conscience? Ça, on insiste. Comment prendre conscience de l'enjeu? Pour le peuple togolais, la prise de conscience, elle est capitale. Je pense qu'il faut continuer de marteler le même message. La force, elle est au peuple. La souveraineté, elle est au peuple. Bon, on parle de conscience, je ne vous coupe pas parce que ce qui se passe au Togo, la dictature a toujours opté pour diviser, pour mieux régner, ou bien appauvrir pour mieux dompter. C'est le système dictatorial qui est toujours utilisé au Togo. Et là, les gens prennent facilement les 5 000 francs, les 2 000 francs, les 5 000 francs pour... dire que oui, unir des fois, l'opposition nous a rien fait. Nous, au moins, on va quand même aller prendre quelque chose chez Unir. C'est ce qui se dit. Mais je reste convaincu. Je reste convaincu que la grande majorité silencieuse, je reste convaincu qu'elle ne se laissera pas amadouer par cette histoire de 5 000 francs ou de 3 000 francs, comme cela peut se dire parfois. Je reste convaincu que cette grande majorité attend d'avoir cette opportunité de manifester cette indignation et cette volonté de changement. Et donc, il faut continuer le travail de sensibilisation. Il faut aller vers les populations, expliquer au peuple que ce qui s'est passé, c'est une forfaiture, c'est une trahison, pour reprendre les termes de Madame Adjité. C'est une vraie trahison. Et qu'il faut répondre à une trahison par un refus. Et quand on refuse, on dit non. Rappeler au peuple que ce n'est pas parce que une trahison a été promulguée que c'est définitif. Je vous laisse conclure en même temps ce débat, professeur Dessay. Alors donc oui, je vais clôturer en disant que le peuple doit être convaincu que la souveraineté appartient au peuple. Elle n'appartient à personne d'autre. Et je reste convaincu qu'en une journée, le peuple togolais peut changer la donne. Ce jour viendra où on aura cette grande mobilisation, cette occupation massive et pacifique. Pacifique, je vous assure, on va occuper les rues de façon pacifique. Mais cette fois-ci, nous sommes convaincus que nous serons en mesure de faire changer les choses. Nous demandons simplement au peuple de ne pas baisser les bras, de continuer à y croire. Nous avons 7 à 8 mois pour travailler de façon sérieuse, de façon organisée, 7 à 8 mois pour que l'alternance démocratique arrive au Togo. Et pour reprendre les termes de M. Alioune Tine qu'on ne présente plus, les Togolais ont aussi droit à la démocratie. Merci beaucoup, Amos. Merci également à vous, professeur David Kwedoussé. Vous êtes premier porte-parole du Front citoyen Togo debout. Nous disons à vous l'été, le combat continue. Courage à nous tous, professeur David Kwedoussé. On continue ce débat citoyen. On va conclure également avec Dama Blawadjen. Vous avez tantôt, vous nous soufflez à l'oreille, c'est de la trahison. Ce mot est sorti de votre bouche tout à l'heure. Alors, aux trahisons de Faure Gnassingbé, que devons-nous faire? Nous, on se répète. Puisque nous-mêmes, dans la diaspora, on est tellement divisés. Au Togo, on est aussi divisés. On divise les familles à cause de la politique. Les gens disent que nous sommes fatigués, désabusés. Au Togo, il y a des gars qui la politique. Et là, donc, face à cette situation, c'est pourquoi on parle de conscience individuelle. Est-ce que nous en sommes conscients de ce qui se passe au Togo? Même de la diaspora, on ne nous tue pas ici avec des coups de bâton, des fusils comme on le fait avec nos compatriotes au Togo, mais on se dit fatigué de la diaspora. On dit qu'on a mis la diaspora. Votre conclusion? Merci Amos, merci au professeur David, merci aux téléspectateurs ou aux auditeurs qui ont pris leur temps pour nous écouter. Une fois que la passion est descendue, je m'en vais m'adresser à la diaspora togolaise, mais pas toute la diaspora togolaise. Je m'en vais m'adresser à ceux qui ressentent dans leur fort intérieur, en leur âme et conscience, la volonté et le désir que les choses changent et que le Togo qui nous ressemble puisse nous être donné, ou bien qu'on puisse se donner le Togo qui nous ressemble et qui va nous rassembler. Et donc, mon message et mon appel va en direction de ces Togolais-là. Il est temps que nous, ressortissants togolais, vivant en France, en Belgique, en Suisse, en Angleterre, en Allemagne, qu'on s'organise
entre ceux qui veulent, et non pas le tout venant, pas tous les Togolais de la diaspora, ceux qui veulent que la démocratie qui depuis 30 ans, 34 ans au Togo est bloquée, puisse devenir une réalité concrète au Togo, s'organise, se donne les moyens, se donne la main pour faire advenir ce que nous souhaitons. La prise de conscience de la diaspora se trouve à ce niveau-là. La diaspora a un grand rôle à jouer. Et je rappelle que dans l'histoire de France, j'ai appris ici que 150 personnes issues de la diaspora française des États-Unis et d'ailleurs au monde ont organisé ce que nous appelons la Révolution française. Et nous, dans la diaspora togolaise, je pense qu'on est plus que 150 personnes. Et donc, on est en capacité, par une minorité qualifiée, d'organiser les choses depuis la diaspora pour que le changement que nous voulons advienne au Togo. Si on veut attendre qu'il faut compter sur l'ensemble de la diaspora ou sur les 2/3 de la diaspora ou sur la moitié de la diaspora, nous allons perdre du temps. Là, on est en urgence. On a 8 mois pour empêcher Faure d'être candidat en 2025 et de remettre à plat tout ce système mafieux qu'ils ont mis en place qui n'honore personne, ni eux, ni nous. Nous sommes sujets à une haute trahison du chef de l'État et nous sommes sujets à une grande humiliation par devant le monde entier. Et cela doit cesser. Et ça ne peut pas cesser seulement parce que nous réclamons. Ça ne peut pas cesser parce que nous demandons au chef de l'État voilà. Le chef de l'État, il a fait la démonstration pour la énième fois qu'il est malhonnête, qu'il méprise le peuple togolais et que la trahison est ce qu'il a choisi. C'est vraiment du mépris total. C'est du mépris et de la trahison. Ce qu'il a dit en 2005 jusqu'à aujourd'hui, s'il devait s'en tenir à sa parole donnée, comme dans la tradition africaine ancestrale, mais il n'a pas respecté sa parole de 2005. Il n'a pas respecté sa parole de 2010. Il a dit en 2010, si je prends un 3e mandat, je ferai un mandat social. Et il vient dire après, je ne fais pas de mandat social, j'en ai pas les moyens, et puis débrouillez-vous. Alors, les preuves de la trahison du chef de l'État sont légion. On ne va pas les citer un à un. Tous les dialogues qui ont été faits au Togo, qui n'ont jamais été respectés, sont des preuves de trahison et du mépris du peuple qu'il prétend le gouverner et qui vient de lui donner 108 députés sur 113. Faut pas déconner. On est quand même des êtres humains, on a un cerveau et il y a des limites à tout. Maintenant, la diaspora doit donner les moyens à ceux qui sont sur place pour poser la limite. Quand c'est trop, c'est trop. Et quand on dit non, on va s'arrêter là. On ne dit pas non. Quand c'est trop, c'est trop. Voilà, et on va faire. Merci, Quand merci. c'est trop. Quand c'est trop, c'est trop. On va s'arrêter là. Je viens de le dire tantôt. Merci infiniment, Dame Blawadjen Djeti également. Je vous ai présenté en tant que panafricaine togolaise. On vous voit dans plusieurs manifestations panafricaines. Le Togo est cher pour vous. Merci infiniment. Merci à vous qui avez suivi également cette émission dans ce débat citoyen. Fornia Singbe a promulgué le 6 mai dernier la loi contestée de changement constitutionnel, le summum de suffisance sur un peuple asservi. La question, elle est là. Et nous terminons par ce message fort de Feu Thomas Sankara, le Burkinabé, qui nous disait: l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance d'un maître suspect qui prétend l'affranchir. Et Thomas Sankara renchérit en disant: seule la lutte libère. Novio a volété. Coucoulé. Titinta. Bonsoir. Radio à vous l'été. L'esprit patriotique.